Bonjour, bienvenue sur Sciences Po TV. Aujourd'hui, Bonjour. nous retrouvons Monsieur Thomas Piketty. Oui, donc moi je suis chercheur en économie, en histoire économique, en sciences sociales. Je suis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et également professeur à l'école d'économie de Paris. Et j'ai travaillé principalement sur l'histoire des inégalités, l'histoire des répartitions de revenus et de patrimoine à travers le temps et à travers les pays. J'ai écrit 3 livres essentiellement. J'ai écrit un premier livre qui est paru en 2001 qui s'appelle Les hauts revenus en France au XXe siècle. J'ai écrit ensuite un second livre en 2013 qui s'appelle Le capital au XXIe siècle et puis un troisième livre en 2019, vous venez de dire, Capital et idéologie. Et disons que au début, je me suis beaucoup intéressé au cas de la France et une des découvertes, peut-être pour prendre un exemple, qui m'a le plus frappé, c'est à quel point la France, qui aime bien se présenter comme le pays de l'égalité depuis la Révolution française, etc., en fait, a souvent été très hypocrite dans son histoire par rapport à ça. Donc, pour prendre un exemple dans les données d'archives, les données historiques qui m'a beaucoup frappé, en fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, alors ça paraît loin, mais tout ça a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est intéressant de revenir dans l'histoire. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, la France est en fait le dernier pays à introduire l'impôt sur le revenu, par exemple. Simplement, il faut attendre le déclenchement de la Première Guerre mondiale, 1914, pour que les élites politiques économiques françaises acceptent de créer l'impôt sur le revenu. Et c'est pas pour financer les écoles, hein, c'est uniquement pour financer la guerre contre l'Allemagne. Il n'y a que ça qui finit par faire bouger la Chambre des députés à l'époque. Et avec un argument très très fort qui était de dire, en fait, nous, comme justement on est le pays de la Révolution française, on est déjà égalitaire finalement, on est un pays de petits propriétaires, de petits paysans rendus égalitaires par la grâce de la Révolution, et donc on n'a pas besoin en fait d'impôts progressifs, contrairement à nos voisins britanniques, aristocratiques et inégalitaires, nos voisins allemands, autoritaires et inégalitaires. Sauf que dans les archives que moi j'ai exploitées, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un degré d'inégalité en France, en l'occurrence jusqu'en 1914, et de concentration du patrimoine qui est absolument hallucinant, d'ailleurs tout aussi fort qu'au Royaume-Uni, qu'en Allemagne, et donc la plupart des sociétés européennes de l'époque. Et d'ailleurs, je pense que cette très forte inégalité a contribué aux très fortes tensions sociales qui existaient à l'époque, et finalement aussi a contribué au nationalisme et finalement à la guerre. Et donc cette hypocrisie d'une partie des élites françaises, en l'occurrence de l'époque, disons, c'est quelque chose qui est facile à voir, entre guillemets, quand on a un siècle de recul, qu'on regarde tout ça de façon posée dans des archives. En tout cas, moi, quand je suis parti dans ces archives successorales et dans ces matériaux historiques, je savais pas vraiment ce que j'allais trouver. J'ai eu la chance d'arriver à une époque où ce type de matériaux historiques pouvait être collecté de façon plus systématique qu'avant, grâce à l'informatique, aux numérisations. Donc ces archives existent depuis très longtemps, mais disons que jusqu'il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans, c'était très difficile de les traiter de façon massive parce qu'on ne pouvait pas les numériser, on ne pouvait pas les traiter. Les chercheurs faisaient ça quasiment à la main sur des fiches cartonnées. Bon, il y a des limites à ce qu'on peut faire comme ça. Donc moi, je suis arrivé à un moment où c'était possible sur ce type de recherche historique de numériser de façon massive beaucoup d'archives, de données qui m'ont permis comme ça de revisiter l'histoire comparée des différents pays face à ce type de questions. Oui, alors, d'abord, moi, je voudrais dire que je regrette beaucoup la façon dont on a enfermé les étudiants, certains étudiants en tout cas. Je pense vraiment que c'était une erreur et qu'on a eu une approche strictement médicale et ne prenant pas en compte suffisamment le gâchis humain, social. Ensuite, sur qui va payer la dette publique qui va sortir de tout ça et comment. Alors, disons, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que on a déjà vu des dettes publiques comme ça dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas à nouveau le retour par l'histoire, je pense, est utile parce que ça peut permettre un petit peu de dédramatiser ce type de débat et surtout de constater qu'il y a toujours plusieurs solutions. C'est-à-dire que
les gens qui disent qu'il n'y a qu'une seule façon de gérer une dette publique, il faut la repayer jusqu'au bout, comme ci, comme ça, se trompent. C'est pas vrai, c'est parce que juste quand on regarde dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de dette publique et il y a eu plusieurs façons. Donc pour prendre un exemple, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des niveaux d'endettement public dans les grands pays européens, Allemagne, France, Royaume-Uni, qui étaient encore plus élevés qu'aujourd'hui, qui dépassaient 200% du PIB, donc qui dépassaient encore le niveau de la Grèce aujourd'hui, et sur des pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, qui étaient autrement plus importants d'un point de vue macroéconomique que la Grèce par rapport à l'Europe aujourd'hui. La façon dont on s'en est sorti, c'est en ayant recours à des solutions un peu exceptionnelles. Et en particulier, on oublie souvent aujourd'hui, parce qu'on aime montrer, on aime dire, voilà, l'Allemagne, ils sont très conservateurs sur le plan économique. Mais en fait, eux-mêmes, après la Seconde Guerre mondiale, ont eu recours à des solutions assez audacieuses, et en particulier ont mis en place en 1952 un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines privés, avec un taux de prélèvement de plus de 50%, pas sur le revenu, hein, c'est vraiment sur le stock de patrimoine privé au-delà d'un certain niveau. Ça a prélevé, rien que ce prélèvement, 60% du PIB allemand de l'époque. Alors ça a été réparti sur plusieurs années, les gens avaient plusieurs années pour payer, mais ça jouait un rôle très important. Bon, il y a eu aussi la dette extérieure allemande en 1953 a été annulée, enfin plutôt elle a été repoussée jusqu'au moment de l'unification allemande en 1991 et finalement annulée en 1991. Cet exemple est intéressant parce que dans d'autres pays européens, on a eu recours davantage à l'inflation, qui est l'autre grande méthode pour se débarrasser d'une dette publique, mais qui est une moins bonne méthode, parce que l'inflation, ça va souvent toucher les plus fragiles, ceux qui ont juste un petit livret d'épargne, alors que les plus riches, qui vont avoir leur argent placé en bourse ou dans l'immobilier, les prix de la bourse ou les prix de l'immobilier vont suivre l'inflation et finalement ne vont rien perdre. Donc ça peut être un peu une redistribution à l'envers. Et une des raisons, juste pour finir là-dessus, pour lesquelles l'Allemagne adopte une solution plutôt plus innovante que les autres, avec ce prélèvement très important sur les hauts patrimoines privés, qui existe aussi ailleurs en France, mais de façon moins massive et moins organisée. On a plus recours à l'inflation en France. La raison pour laquelle l'Allemagne est plus innovante à ce moment-là, c'est aussi parce que l'Allemagne a eu recours à l'inflation dans les années 20, avec des conséquences terribles. Alors oui, ils se sont débarrassés de la dette publique de la Première Guerre mondiale, mais ils ont aussi fragilisé la société dans des proportions qui a contribué, comme on sait, à tous les désastres politiques suivants. Et donc en 1952, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se dit, bon, on va essayer de trouver autre chose. Et alors, ce que montre cet exemple, c'est qu'il y a une forme de mémoire historique qui fait qu'on invente des nouvelles solutions quand on en avait essayé certaines qui n'ont pas très bien marché, mais que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'amnésie historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, dans le débat européen, vous racontez ça, qui sont vraiment des faits historiques parfaitement bien établis, et les gens vous regardent avec des grands yeux. Ah bon, on a annulé la dette allemande en 1953. Ah bon, il y a eu ce prélèvement exceptionnel sur les patrimoines privés. Et si vous dites, peut-être qu'on pourrait faire des choses similaires, ou en tout cas essayer de s'inspirer, les gens vous regardent, disent, oh là là, mais ça, c'est pas possible, c'est interdit. Bon, le passage par l'histoire permet j'espère, de sortir un peu des œillères, des impasses, et de dédramatiser des choix qui vont devoir être faits, qui sont jamais des choix faciles. Moi, je ne cherche pas à dire, voilà, il suffit de refaire ce qui a été fait, parce que chaque circonstance est différente. Aujourd'hui, il y a la Banque Centrale Européenne, qui est une institution fédérale européenne, qui détient une partie importante de la dette publique. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout, évidemment, dans le contexte de 1950 ou des années 20. Donc, voilà, le contexte a changé. Ça nous donne d'ailleurs plus d'outils, d'une certaine façon. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, essayons de nous inspirer des expériences passées pour trouver des solutions qui vont permettre, in fine, non seulement de préserver la jeunesse, mais d'investir dans l'avenir de la jeunesse, que ce soit à travers l'université, que ce soit investir dans l'environnement, investir dans une planète plus propre, plus équitable. Enfin... Tout va dépendre en fait des changements politiques et des mobilisations politiques et sociales qui vont suivre. C'est en soi, cette catastrophe, malheureusement pas plus que les catastrophes précédentes, ne réduit les inégalités. Et ça peut même aller dans l'autre sens. On l'a vu avec les grands monopoles digitaux qui ont plutôt accru leur pouvoir de marché. Alors,
d'abord, moi, je soutenais Benoît Hamon en 2017, mais je veux dire que j'aurais soutenu n'importe lequel des vainqueurs de la primaire qui a eu lieu à la gauche. Et donc, je veux le redire, quoi. Si ça avait été Mélenchon, par exemple, j'aurais aussi soutenu Mélenchon. Je pense que de façon générale, le processus de primaire, le fait de se confronter, de confronter ses arguments et puis à la fin de voter, permet de tirer tout le monde vers le haut. Moi, dans le fond, je suis convaincu que chacune de ces composantes de la gauche a une partie de la vérité. Et l'idée qu'il y a des gauches irréconciliables, qu'elles sont tellement différentes qu'elles peuvent, c'est complètement faux. En fait, il faut quand même bien voir que l'état actuel du paysage politique en France, c'est en gros, il y a un peu 3 tiers. Enfin, il y a 30%, un tiers qui va voter pour les différents candidats composantes de la gauche, un tiers qui va voter, disons, pour le centre-droit, Macron, une partie des Républicains, centre-droit, que moi je trouve plutôt déplacé beaucoup à droite, et puis il y a pratiquement un tiers pour, là, vraiment l'extrême droite, si on ajoute à Marine Le Pen, Dupont-Aignan, une partie des Républicains qui est pas très très différente. Donc on a 3 tiers qui correspondent d'ailleurs un peu, c'est un peu les 3 grandes idéologies qu'on a depuis 2 siècles, le nationalisme, le libéralisme, le socialisme, on va dire pour résumer. Alors après, à l'intérieur de ces composantes, il y a des nouveaux défis. Donc la question du socialisme au XXIe siècle, c'est pas celle du XIXe siècle. La question du nationalisme, heureusement, c'est pas tout à fait la même non plus, c'est-à-dire que les pays européens vont pas se mettre à s'envahir les uns les autres, mais par contre, il y a des enjeux sur est-ce qu'on se met à retirer la nationalité de toutes sortes de gens qui sont là depuis des années, parfois des générations. Enfin, il y a des questions extrêmement violentes qui sont en jeu dans le programme nationaliste qui est brandi à l'extrême droite. Donc, et puis le programme libéral, bon, on se veut libéral, mais en fait, il est souvent très autoritaire, très inégalitaire et très élitiste, d'une façon qui n'est pas la même que le libéralisme du 19e siècle, qui s'inscrivait dans un contexte colonial, dans un contexte où quand on abolissait l'esclavage, il fallait indemniser les propriétaires et non pas les esclaves, parce que c'était ça, le libéralisme de Tocqueville et compagnie. Donc c'est un libéralisme sérieusement autoritaire et inégalitaire, et aujourd'hui encore, on voit des traces de ça dans cette espèce de premier de cordée qu'on entend en permanence du côté du pouvoir en place. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Disons, la difficulté de la gauche, c'est que comme elle a gouverné, elle se dispute, elle a des disputes liées, voilà, vous avez fait des erreurs, on veut plus vous parler. Le camp nationaliste, comme il n'a pas été au pouvoir, ils s'imaginent qu'ils sont tous d'accord, etc. Enfin, c'est pas une raison pour les laisser aller au pouvoir. Et donc, je pense que il faut quand même que ce tiers des voix, parce que si on regarde les sondages, c'est quand même, si la gauche s'unit, elle a tout à fait les moyens encore d'être là au 2e tour et de l'emporter. Donc voilà, il faut inventer des nouvelles formes. Peut-être qu'il faut d'abord voter sur des éléments de programme avant de voter sur les personnes. Il faut trouver des nouveaux modes d'intervention démocratique permettant à tous les sympathisants de gauche de s'exprimer, de participer à ce choix. Et à nouveau, moi, je pense que les partisans de Mélenchon doivent considérer que Mélenchon pourrait tout à fait l'emporter, gagner. Les partisans de Jadot peuvent aussi considérer, d'Hidalgo. Enfin, je veux dire, moi, à la fin, je soutiendrai, et je pense que l'immense majorité des gens qui participeront à ce processus soutiendront celle qui sera le plus convaincant et qui parviendra à rassembler les suffrages. Et surtout, je pense qu'à la fin des fins, personne ne sait vraiment tout ce qu'on aura pu apprendre dans ce processus. C'est-à-dire le fait qu'on ait cette délibération, en fait, oblige chacun à se tirer vers le haut. D'ailleurs, moi, je ne sais pas pour qui je voterai dans un tel processus, parce que j'aurais d'abord envie de les voir délibérer, présenter leur vision des choses. Enfin, c'est à ça que ça sert un processus démocratique de cette nature. Oui, je pense que c'est un des grands enjeux de l'avenir. Alors la Ligue arabe, à un moment, a envisagé ça. Enfin, elle existe toujours, mais elle est un peu moribonde. Il y a même eu à un moment, il faut se rappeler, des formes fédéralistes, socialistes, avec la République arabe unie, l'Égypte, la Syrie. Bon, ça a pas marché aussi bien que ce qu'on voudrait, mais il faut continuer de réfléchir à des formes fédérales, démocratiques. L'Union européenne est un exemple qui marche pas toujours parfaitement, mais qui a quand même permis un certain nombre de choses. L'Union d'Afrique de l'Ouest, l'Union économique d'Afrique de l'Ouest, qui actuellement est en train de changer le nom de sa monnaie unique, qui jusqu'il y a peu de temps était encore dominée par
l'ancienne puissance coloniale française, qui maintenant va devenir non plus le franc CFA, mais l'ECO, et peut-être avec un projet politique, un projet d'investissement dans la jeunesse d'Afrique de l'Ouest. Donc le grand débat du fédéralisme n'est pas terminé. Il faut le reprendre, parce que à la fin des fins, voilà, on peut pas, on a besoin de faire vivre ensemble ces grandes régions, et puis ensuite chacune des grandes régions du monde les unes avec les autres. Et si on laisse uniquement les réactionnaires, et en l'occurrence les fascistes, enfin les islamo-fascistes, réfléchir au changement des frontières dans la région, parce que c'est ça qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire que le seul courant politique qui avait un projet de transformation des frontières, c'était l'État islamique. Si on laisse uniquement à ce type de courant le soin de réfléchir à des formes politiques nouvelles, on se retrouve avec là, pour le coup, il y a malheureusement une partie de la jeunesse qui s'est identifiée à ce projet complètement fou et mortifère, mais qui à un moment donnait l'impression que voilà, quelque chose allait se produire, on allait changer les frontières, on allait avoir un État plus fort face aux Occidentaux qui nous dominent, etc., etc. Bon, ça a fait des dégâts terribles et malheureusement, c'est loin d'être terminé. Mais il faut que, de l'autre côté, il y ait un internationalisme fédéraliste sur un projet laïque, égalitaire, de redistribution. C'est-à-dire, si on abandonne le terrain de l'internationalisme et du fédéralisme et qu'on est simplement dans le statu quo, voilà, il y a des États riches, il y a des États pauvres, vous avez l'Égypte qui a 100 millions d'habitants et dont le budget total de l'éducation des écoles en Égypte va représenter 1% des recettes pétrolières de pays à quelques centaines de kilomètres de l'Égypte, dans les Émirats qui ont des populations minusculissimes, ça ne peut pas marcher. C'est un modèle de développement qui mène forcément à des désastres, y compris pour les pays pétroliers les plus riches, alors qu'ils font des chèques de temps en temps pour essayer d'éviter que tout explose, mais à un moment, il faut l'organiser dans un cadre démocratique, avec des budgets prévisibles et quelque chose de plus ambitieux. Donc oui, cette question va revenir, et je pense qu'on a besoin de nouvelles générations aussi d'étudiants comme vous pour aider à penser tout ça et sortir un peu des cadres et voir comment, étape par étape, quelque chose comme la Ligue arabe peut devenir une union politique, sociale, avec un projet de développement sous une forme qui reste largement à définir, mais voilà, l'histoire est loin d'être terminée. Merci. Merci. Beaucoup. Merci.